Salut l'équipe. La promesse de rester fidèle est la base du couple. Un accord tacite, sincère ou pas, selon les pirates, mais qu'il est quand même toujours bon de répéter à sa bien-aimée. Mais oui, je te serai toujours fidèle, comme Lillard est fidèle aux Blazers. Cette phrase, ces doux mots ont encore plus d'effet qu'une tisane nuit calme et offre des points précieux à votre moitié pour lui offrir ainsi un sommeil profond et tranquille. Car la fidélité en NBA, c'est Damien Lillard. Pendant que les volages KD, LeBron, Chris Paul ou autres Westbrook papillonnent dans toute la ligue, Damien Lillard, lui, répète chaque année qu'il ne veut connaître qu'un seul et unique partenaire. Le dire, c'est bien, selon Tristan Thompson. Le faire, c'est mieux, selon Khloé Kardashian. Pendant ce temps-là, moi, je me demande si finalement Damien Lillard n'a pas parlé trop vite. 11e de la conférence Ouest, 15 matchs déjà ratés sur 35, des pourcentages à te faire passer un alcotest haut la main. Clairement, cette saison, Lillard et Blazers font chambre à part. Et l'idylle, commencée il y a 10 ans, est en train de se transformer en histoire d'argent. Les belles déclats d'amour spontanés dans la presse ont laissé place à un coup de pression à plus de 100 millions d'euros. La fidélité est un vice pour les pauvres, disait Baudelaire. Apparemment, pour Damien Lillard, la fidélité a surtout un prix, mais est-ce le juste prix ? Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et cette semaine je retrouve un one-two punch de très grande qualité. À ma droite avec Thomas, responsable CDI au collège Paul Bert. Très joli veston mon ami hein. On commence vraiment là-dessus, bah, très bien. Écoute, petit flot d'hiver, j'aime bien, un peu cocooning. Ça me rassure de te. Tu vois, ce petit flot est rassurant. Eh ben tant mieux, écoute. Voilà, si ça te plaît, ça me plaît. Il y en a un qui revient du ski. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, mais j'ai pas envie de te parler du ski. Hier soir, mon Steph, t'étais à Levallois, Partizan Belgrade, juste derrière, à la salle Marcel Cerdan, et t'as assisté à un super match de basket. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas vu un match de ce niveau-là. Je me suis régalé. Il y avait 450 supporters serbes qui ont mis le feu à la ville de 15 000, Levallois. moi. Ouais, ils ont mis le feu. Ça doit faire longtemps que les gardiens du Palais des Sports Marcel Cerdan, ils ont pas vu une ambiance comme ça. Non, c'était le feu. Le Partizan qui est une équipe fantastique, qui veut absolument revenir en Euroleague, et coaché par Zeljko Obradovic, que j'ai eu le plaisir avec qui j'ai eu le plaisir de discuter un petit peu en avant-match pour faire les interviews et un petit peu en off, et qui m'a régalé. Et j'ai vu un coach fantastique, les attitudes sur le banc, être à la fois nerveux, mettre des avoinés aux joueurs, mais leur montrer qu'il les aime aussi, faire des choix défensifs fantastiques. Il a une belle équipe, il a Kevin Putner et Zach Lidey qui sont des joueurs dominants en Euroleague, qui aujourd'hui jouent en Eurocup. Et puis Boulogne-le-Valois, un peu short en rotation, parce qu'ils ont perdu Thomas Guinat qui s'est blessé avec l'équipe nationale sur un sticker. Et ils ont perdu Jordan McRae qui a un problème au genou, qui est rentré aux États-Unis et qui était là hier, mais qui est blessé au genou. Donc ça fait short pour tenir la route sur ce genre d'équipe. Ils ont fait un bon match, un beau duel de coach entre Vincent Collet et Zeljko Obradovic. Deux salles, deux ambiances, on peut dire quand même. Deux salles, deux ambiances, ouais. Mais deux grands coachs du basket. Oui, un qui a gagné 9 fois l'Euroleague, un autre qui est multimédaillé avec l'équipe de France, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes caractères, mais les deux ont de jolis atouts tactiques et techniques. Et franchement, c'était un vrai plaisir de voir un bon match de basket dans une salle. Profitons-en, j'espère que les salles pourront continuer à se remplir. Et on le répétera jamais assez, allez voir les clubs français, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, allez voir le basket dans les salles, ça donne de la force aux équipes et aux joueurs, et puis surtout, vivre le basket en live, c'est quand même toujours différent. Bien sûr. C'est bien le League Pass, tout ça, on va pas cracher dessus, mais vivre le basket en live, ça reste quand même la meilleure des expériences. Au programme cette semaine, les news évidemment, où on peut baisser la musique, hein, on peut baisser la musique. Au programme cette semaine, des news, on va parler d'Houston qui régale, on va parler des Blazers où ça régale beaucoup moins, et on va parler de Luka Doncic qui est lui qui se régale. Avec lui qui se régale à table. On va revenir, on a les chiffres entre son poids de forme, son poids du moment, c'est assez effrayant. On va faire un grand débat sur les Lakers. On va se demander si les Lakers ne sont pas trop dépendants de LeBron James. On sait que cette équipe-là est construite pour soi-disant aller gagner le titre, mais on a l'impression qu'avec et sans LeBron, c'est deux équipes différentes. Est-ce qu'il y a trop de dépendance autour du King LeBron James? Ça sera notre grand débat de la semaine. Et puis on ira sur un focus qui nous est tombé juste en fait hier. C'est un focus sur les Pacers qui ont décidé de faire la grande banderie, de dire en plein milieu de saison, allez, nous on va reconstruire. Du coup, ça fait que 3 joueurs majeurs sur la liste des transferts. On vous dira lesquels, on vous dira surtout qu'est-ce que peut imaginer maintenant les Pacers après cette déclaration du GM des Pacers. Donc voilà, on fera un focus autour de cette nouvelle prise de décision de la part du bureau des Indiana Pacers. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais. Alors, évidemment, on finira par le quiz, voilà. Toujours. Évidemment, toujours, mais c'était parce que c'est dans la belle rivière concoctée par JB et Polo, donc autant le dire. Tous les mercredis soirs,
pendant Clutch, donc notre émission sur Winamax TV, nous annonçons la question du soir. Et comme vous avez l'habitude depuis des années maintenant, on vous fait gagner des pulls bientôt, mais aussi des free bets. Le sur même pull Winamax. que tu as là, non? Ah, si vous voulez. Ça, c'est un cadeau de Thierry Lhermitte dans les bronzés déjà. Ouais, J'aime bien ce petit flow. C'est pas dans les bronzés, c'est dans le Père Noël est une ordure. C'est clair, absolument. Donc, question hier soir, qui sera le meilleur score de la nuit en NBA, donc de mercredi soir? Eh bien, il n'y a eu que 3 réponses. Ça se passait sur tous les réseaux sociaux First Team. C'était Nikola Jokic. Donc, plutôt difficile, sachant qu'il y avait toutes les superstars qui étaient sur le terrain. Celui qui a gagné des free bets, on va évidemment lui envoyer un petit message pour avoir son pseudo sur Winamax. C'est Théo Courouble. Donc, bravo à toi. Donc on se retrouve toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison pour gagner plein de petits cadeaux. Des free bets, on rappelle tous les mercredis. Des pulls, on rappelle tous les mercredis de 18h à 19h, on est sur Winamax TV avec Rémi Reverchon dans Clutch. Avant de lancer les news, on est au mois de décembre et se rapproche d'un grand pas, le All-Star Game français. C'est le 29 décembre prochain à l'Accor Hotel Arena et vous pouvez encore prendre vos places. On vous mettra le lien dans la description. Venez, on sera là et on pourra pourquoi pas se rencontrer. On est en train de voir un petit peu l'organisation, comment faire, mais on pourra se voir 1 heure, pourquoi pas, avant le match et discuter un petit peu de plein de choses et surtout assister à ce bel événement qu'est l'All-Star Game français. On a fait le tour de toutes les annonces, on peut aller directement dans les news parce qu'il y a plein de choses à dire. Houston, il n'y a pas si longtemps, était certainement la pire équipe de la Ligue. 15 défaites d'affilée. Et pourtant, ils viennent d'enchaîner 7 victoires d'affilée. C'est une première, d'ailleurs, dans le sport américain, d'avoir fait un delta aussi important. Bravo à eux. C'est jamais simple, Steph, quand on perd autant, de se remettre à gagner autant. Non, surtout en NBA, où on peut connaître la logique des choses en disant bon, la saison, on la bazarde et on essaie de terminer le plus loin possible pour avoir le meilleur choix de draft. Et puis, je sais pas comment. J'ai du mal à expliquer en fait ce changement d'attitude et de comportement. J'ai peut-être une explication, on peut envoyer le tableau et ça va peut-être te donner un argument. Le prénom du coach peut-être. Non. Stephen Silas. C'est Jalen Green. Depuis que le rookie, sur lequel il y a beaucoup d'attentes, est blessé, voilà, avec lui c'est 1-16 et depuis qu'il est blessé, c'est 7-0. C'est quand même des stats à charge pour notre ami. Je trouve ça un peu dur. Ouais, c'est très réducteur. C'est très réducteur. Les hommes mentent, pas les chiffres. Oh non. On peut aussi dire que cette série coïncide avec le replacement sur le poste de pivot de Christian Wood, qui est le meilleur joueur de l'effectif, enfin même s'il y a John Wall dans l'effectif, mais qui ne joue pas à lui. C'est quand même étonnant de voir une équipe franchement basée que sur des jeunes ou sur des mecs de G-League. Alors, Eric Gordon, Christian Wood, évidemment, on peut les mettre sur le côté, Kevin Porter Jr. aussi, mais il y a plein de petits mecs, le Matthew Garrison, là, dont on rigolait il y a quelques semaines avec Erwan. Qui était à Washington. Wizard, qui a été très fort hier encore face aux Il a 40% à 3 points avec 7 tentatives par match. Il met dedans le coquin. Donc, joueur de G-League, mais visiblement qui est fort. Pas avec le même volume, il n'avait pas les mêmes responsabilités. Non, mais c'est un mec, par contre, même sur des petits temps de jeu, Wizard, quand il était ouvert, il filochait en général, le coquin. C'est difficile à expliquer ce type de performance parce que, comme tu le disais très bien, le but pour les Houston Rockets, c'est pas de viser les playoffs ou viser le play-in, c'est d'avoir le meilleur choix de draft, donc d'être dans les 5 pires bilans en fin d'année. Sauf qu'on aime bien aussi dire ensemble que perdre pour perdre, ça n'a aucun sens. Essayez de gagner les matchs, restez dans les matchs, faites des matchs consistants les uns après les autres, sans parler de viser quelque chose en fin d'année, c'est en tout cas prouver que tu peux avoir le niveau NBA collectivement et surtout former tes jeunes joueurs dans un environnement qui est propice à la victoire. Bon, là, c'est archi surprenant, ça c'est sûr. Parce que moi, j'aime bien quand on a des gamins dans une équipe et qu'on accepte de perdre des matchs, mais j'ai du mal à concevoir le fait que la formation des gamins, l'apprentissage de la NBA par des spirales de défaite. Moi, à un moment donné, il faut. Tu vas dire que l'INSEP en National 1 en France, c'est pas un ça va un peu mieux cette année parce qu'ils gagnent des matchs. Oui, c'est une fois tous les 10 ans. Donc. Mais moi, j'ai du mal à concevoir la progression, la maturation d'un gamin qui vit une saison 82 matchs et qui prend des dérouillés. Je trouve que. Qui espère même plus gagner les matchs. Exactement. Et il n'y a pas, quand tu rentres sur le terrain, l'objectif de dire écoute, on va essayer de gagner. Maintenant, j'ai envie de voir ce que va faire Houston maintenant. Est-ce qu'ils vont se dire on continue, pourquoi pas sur un malentendu, essayer de gratter un play-in, ou alors en disant mollo les amis, on y va doucement. Mais on est un peu tôt dans la saison pour imaginer quelque chose. Le rookie turc me régale, il a 3 cm de détente sèche, mais quand t'as un bulbe et que tu sais jouer au basket, tu t'en sors. De LPRN, c'est Sengun. Ouais, Sengun. Tu t'en sors, et puis il y a un gamin qui.
C'est marrant parce que je l'avais scouté, il jouait à Anvers il y a quelques années, il était en Australie, je l'avais scouté pour Orléans avec Germain Castano, Jason Tate, qui jouait en Belgique et après qui était en Australie, et je l'avais regardé 2-3 vidéos, je lui ai dit il est intéressant, finalement c'est vrai qu'il est intéressant. Donc j'ai fait un bon scouting, je l'ai dit à Germain, ça peut être un bon joueur pour la Jeep Elite, il m'a dit effectivement il a quelque chose, il a quelque chose. Gaucher, juteux, qui percute, qui met un peu dedans à 3 points, donc écoute c'est une équipe bizarre, et c'est une équipe bizarre parce que le meilleur marqueur, c'est un mec qui a 16 points de moyenne. Christian Wood, il est le meilleur marqueur de l'équipe, à 16 points de moyenne. Tu vois, on n'a pas. Il y a 5 ou 6 mecs entre 10 et 16, il n'y a pas un mec qui casse la baraque. Donc c'est plutôt une équipe collective qui met pas non plus énormément de points, qui défend plutôt bien sur cette série de 7 victoires. Donc je suis curieux de voir la suite en fait. Comment ça va se profiler la suite. En tout cas, cette semaine, donc, les Rockets ont enchaîné une 7e victoire affilée face au Brooklyn Nets. Ouais. Et donc, ça a permis à James Harden de revenir à Houston. Et on sait qu'il était parti quand même dans des conditions un petit peu vilaines. Hein. C'était pas plutôt bien passé. C'était pas un départ très clean. Il n'empêche que le public des Rockets n'a pas été rancunier. Ils lui ont fait plutôt un bel hommage à notre ami James. Il faut dire quand même que son passage à Houston, même s'il n'a jamais franchi le cap pour aller jusqu'en finale NBA, s'il y a un titre NBA, il y a des cartons monstrueux. Il a remis un petit peu. MVP. Il est MVP. J'ai vu, c'est pas ce que j'ai dit. NBA, t'as dit. Ah pardon. Il est MVP. Il a remis Houston sur la carte. On se souvient que quand il arrive, Houston, non, mais oui, très moyenne. Alors c'était la deuxième fois qu'il revenait, sauf que l'année dernière il n'y avait pas de public. Donc Voilà. c'est vrai que c'était une curiosité de savoir s'il allait se faire siffler ou pas. Parfois, on sait combien les fans et le public est très ingrat envers les anciennes superstars. Quand ça se passe mal, comme tu viens de dire, eh bien les joueurs ont tendance à se faire siffler. On pense par exemple à Kevin Durant quand il est revenu avec les Warriors à OKC, s'était fait siffler de ouf. Et bon, Vince Carter avec Vince Toronto. Carter, absolument. LeBron, son retour à Cleveland avec la preuve, il les avait démontés. En général, ça se passe comme ça. Ouais. Mais là, en tout cas, il a été plutôt bien accueilli. Moi, j'aime bien de ressentir cette gratitude entre un public qui a adoré un mec et un mec qui a fait beaucoup, parce qu'on sait combien les joueurs NBA s'impliquent dans la vie de leur ville, de la communauté, et ainsi de suite. Ils essaient de rejaillir tout le cash qu'ils gagnent. Donc moi, j'ai aimé en tout cas ce petit moment. Et puis, ils en ont profité pour gagner. Donc c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de te dire. Steph, quand tu rentres à Nancy ou à Cholet, on t'a fait des accueils comme ça? À Nanterre, oui. À Nanterre? À Nanterre, oui. À Nanterre, je suis très bien accueilli. Après, quand t'es champion, tu peux revenir quand tu veux. À Nancy, t'as été champion aussi. Ouais, mais j'y retourne un petit peu moins. Donc aujourd'hui, l'équipe est en Pro B. Il y a quand même beaucoup moins de gens qui étaient présents à l'époque. Mais ce qui me choque aux yeux quand je vois les images de James Harden sur le maillot de Houston, il y a des moments, il est vraiment maigre, hein, James Harden. Il était mince. Il y a un contraste physique saisissant entre le James Harden aujourd'hui à Brooklyn et celui. T'as vu les images là? Les images quand il arrive après OKC, Il est affûté, quoi. C'est un athlète. Il est fit. Mais c'est vrai, t'as raison, t'as vu des tomards et tout ça. Ouais. Après, il a vieilli, il a pris un peu de. C'est normal de t'épaissir en vieillissant, c'est normal. Je sais pas, Karim Benzema, il a vieilli. Il s'est épaissi. Il s'est musclé. Il s'est affiné. Ouais, il s'est athlétisé. Regardez Jordan jeune. Moi, je trouve ça normal. Mais c'est de l'athlétisation. Tout à fait. C'est pas du. Mais c'est normal d'épaissir. D'épaissir. Ça peut être. Ouais, mais chez tous les joueurs NBA. Tous les joueurs NBA, même Steph Curry. Charles Barkley, c'est épaissi maintenant. Ouais, c'est même en cours de carrière. Hein. En cours de carrière. Ça tombe qu'on sort cette news. Tom, en régie, je suis désolé, on devait faire la news après, mais la transition est trop belle. On va forcément parler de Luka Doncic avec sa transition parfaite des gens qui s'épaississent ou qui s'athlétisent. On a l'impression quand même que Luka Doncic a pris un petit tacle par Reggie Miller cette semaine, alors que l'ancien Pacers commentait un match des Dallas Mavericks. Il a dit, donc quand vas-y, prends-le, j'ai la cam, je vois pas. Quand je le regarde, je me dis que c'est le Luka Doncic le plus lourd que j'ai jamais vu. Regardez comment il se traîne pour faire des allers-retours. Il ne court pas vraiment. Et honnêtement, Reggie Miller l'a dit en live et devant tout le monde, mais c'est la sensation qu'on a tous quand on voit Luka Doncic cette saison. Mais on l'a vu d'entrée de jeu sur la pré-saison, on s'est dit ouh, lui il a bien soufflé. Il a bien soufflé cet été, il l'a avoué d'ailleurs. Il a avoué qu'il avait pris 4 semaines de repos après les Jeux Olympiques où il a été très bon avec la Slovénie. Il faudrait pas que ça dure. Il faudrait pas que ça dure parce qu'il est encore jeune, donc son corps pour l'instant le laisse tranquille. Mais si ça continue, qu'il met 117 kilos, 118 kilos sur ses articulations, même moi je fais plus 118 kilos. Il y a un genou ou il y a un tendon d'Achille qui va lui dire hey, tonton, arrête un petit peu parce que je vais te lâcher. Donc, on a vu une prise de conscience de Nikola Jokic qui, sur une intersaison, avait séché totalement. Est-ce qu'il a joué énormément de matchs et qu'il avait besoin de souffler, de décompresser un petit peu? Mais là, je pense que ça y est, il est au max du max. Il faut faire quelque chose. Alors pendant la saison NBA, ça me paraît compliqué. Ou alors il faut trouver un diététicien ou un nutritionniste qui lui permette d'être à la fois encore efficace, avoir de l'énergie sur le terrain, tout en perdant. C'est très dur de perdre du poids. Là, on parle de 14 kilos entre son poids de forme et son poids actuel.
actuelle, c'est très dur de se mettre un régime comme ça pendant une saison. Pendant une saison, parce que tu as des matchs, tu t'enchaînes, tu as des placements, tu dois être bon sur le terrain, tu joues des 36, des 37 minutes. C'est compliqué, donc il faudra qu'il en perde un petit peu et surtout qu'il fasse la prochaine intersaison. Elle va être capitale pour Luka Doncic. Mais après, tu te rends compte qu'à 118 kilos, il fait quand même des trucs intéressants. Mais non, mais de toute façon, là, je te rejoins complètement. Il a pas besoin. Son jeu n'a pas besoin d'être à son poids de forme pour performer. Le truc de Luka, c'est pas qu'on lui demande de performer, c'est qu'on lui demande d'être leader d'une équipe qui doit aller en play-off, voire passer des tours de play-off dans les années qui vont arriver. Donc l'inquiétude qu'on a tous, c'est que s'il reste dans cet état physique, c'est que tu parlais des articulations, moi je parle carrément des blessures. Parce qu'il y a l'inflammation du tendon, il y a, attention, l'alerte, parce que ça arrive à tous les sportifs, même quand ils sont à leur poids de forme. Alors imagine quand tu es en surpoids, moi je suis inquiet que en cours de saison, même dès cette saison, malgré ses 22 ans, il se fasse un tendon d'Achille, il se fasse un genou. Je suis très inquiet et je pense que la franchise des Mavs doit se mettre à ce niveau. D'ailleurs, j'imagine quand même qu'ils voient la même chose que nous et qu'un protocole est mis en place pour au moins l'alléger. On lui demande pas de perdre 10 kilos en cours de saison. Encore que Jokic, tu vois, quand tu parles de sa prise de conscience, tu te souviens, il était arrivé en pré-saison gros et il s'était affiné pendant la saison et l'année d'après, c'est l'année où il était MVP d'ailleurs, il est arrivé fit pour la première fois de sa vie. Donc moi j'espère que Luka il a ça en tête en disant bon bah peut-être qu'il faut que je mange un peu moins, un peu mieux et peut-être que j'arrête de teaser parce que là vu comment il est, je pense qu'il a énormément teasé. C'est pas qu'une affaire de bouffe. On peut clairement le dire. Hein. Et on est bien placé pour le savoir. Et on est bien placé pour le savoir. Pas moi. Non, mais je parlais à Tom et moi. Ça peut inclure pas personne. Mais moi, je pense surtout, inquiet, moi, je suis inquiet, surtout que ce mec-là, on le dit maintenant, on l'a découvert. Pour ceux qui l'ont découvert quand il est arrivé à NBA, pour ceux qui le connaissent depuis qu'il est en Euroleague avec le Real, on sait que c'est un mec qui a la capacité d'être un franchise player, de t'amener un jour à un titre. Mais malgré tout le talent qu'il a, le leadership naturel qu'il a malgré son jeune âge, dans cet état de forme, jamais tu n'amèneras ton équipe en finale NBA en étant le numéro 1. Ils lui ont filé le contrat d'une superstar. Aujourd'hui, il faut qu'il ait le physique qui va avec. Sinon, pour moi, le step d'après, pour lui, c'est d'être fit. Quand je vois, les Kawhi, quand ils font des runs de playoffs qui marchent sur tout le monde, les Jordan à l'époque, les LeBron, c'est que des mecs affûtés. Là, il vit sur son talent aujourd'hui. C'est le strict minimum, j'ai envie de te dire. Mais on veut le voir ailleurs, on veut le voir au-dessus. Et il ne pourra pas aller aussi haut qu'il doit aller avec ce corps-là. Quand on voit les images, ça se voit qu'il est. Après, c'est un garçon qui, même jeune, a pas le morphotype d'être découpé, d'être. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Mais on lui demande bien sûr d'être un poids, parce que il fait quoi? Il fait 2 mètres. 118 pour 2 mètres. 118, c'était à 118. Ou alors t'as vraiment des énormes cuisses. Lui c'est un autre profil que les athlètes, c'est dur au mal, c'est un costaud. Ouais, et il y a aucun souci avec ça parce que tu peux répondre au choc. Alors oui, tu vas pas les battre par la vitesse, mais bon, il a une science de jeu tellement élevée que ça pose pas de souci. Le problème c'est vraiment pour sa propre santé. Au-delà même, tu vois là, tu me parles de, il ne peut pas aller en finale avec ce poids-là. Je trouve même que t'es tu théorises l'après en fait. Moi j'ai peur là à l'instant T. C'est que là quand je le vois jouer, il est tout le temps, tu sais, là on le voit à un moment donné, tu sais, tu boites en revenant, t'as un petit peu mal. Alors ça peut être un choc, mais ça peut être aussi les articulations. Et puis c'est complètement fou que ça arrive au même moment où Zion. On voit des photos de Zion où il est lui aussi dans un délire fou de poids, donc c'est quand même étonnant quoi. Qu'il fasse 118 ou 104 kilos, je pense qu'il continuera à chialer auprès des arbitres tout le temps. Oui. Jason Kidd lui a mis un petit coup de pression, hein. Vous avez vu ou pas? Mais c'est bien. Moi, il commence à m'insupporter, notre ami Luka Doncic. Ah bah attends, ça m'intéresse. Parce que j'ai vu 2-3 matchs cette semaine et la semaine dernière. Que tu étais huge fan quand même, hein? Je suis encore huge fan. Et en 2 heures, j'étais avec Letty, ma compagne, on regardait un match et on s'est fait cette réflexion. Letty m'a dit mais c'est une chialeuse quand même ton mec là. Il se disperse beaucoup. À chaque fois qu'il drive, qu'il va au CR, qu'il marque ou qu'il marque pas, il regarde toujours l'arbitre pour chialer. Gros. Et des fois, il regarde l'arbitre alors qu'il n'y a personne autour de lui. Donc c'est yougoslave, c'est la manière de se vivre. C'est pénible, gros. Non, mais ça fait partie du jeu, mais quand c'est à l'extrême, ça peut masquer aussi un manque de confiance. Moi, l'arbitre, il y en a certains qui arrivent à jouer avec les arbitres. Là, je te rejoins complètement, mais c'est pas d'aujourd'hui. Non, ça fait un petit moment que ça traîne. Il ne joue plus avec les arbitres, là, il chiale. Et quand tu franchis cette là, il fait. Mais je trouve que cette année, de manière générale, on adore le joueur et on espère de lui une carrière fantastique. Mais moi, je trouve que depuis quelques temps, déjà la saison dernière, même s'il fait des playoffs extraordinaires, il est un peu chiant par moment. Ouais, il est
attachant. Voilà. Il est attachant. Il est attachant. il est Je attachant. déteste cette expression. je voulais. Alors, voilà. mais alors, Pourquoi? Parce qu'on t'a qualifié d'attachant. Non. Moi aussi, beaucoup de fois. il est chiant, mais il est T'es attachant. attachant. Qui c'est qui m'a dit ça? Monclar. Oui. Oui, bienvenue au club. La retraite, toi, putain, t'es attachant. Jacques, on t'embrasse. D'ailleurs, Jacques, L'invitation. tu vas venir. Ça fait Oui. 5 ans qu'on est là. Oui, tu oui. dois venir. On t'embrasse Avec évidemment. sa doudoune. Mon Jaco, Monclar. non. S'il veut. Ça te donne Monclar. Ça tout donne Oh, Monclar. oui, Voilà. oui, oui. S'il C'est y en son a stylo, alors. un autre qui n'a pas de problème de poids, mais qui a peut-être des problèmes d'avenir. C'est Damien Lillard avec les Portland Trail Blazers. Il se passe plein de choses en ce moment dans la franchise des Trail Blazers. On va faire un petit point sur les différents sujets importants en ce moment dans la franchise de l'Oregon. Terry Stott donc a été remercié, ça c'était l'été dernier. Neil Oshie, le GM, a été limogé. Il paraît que c'était un bon chien des bois, Oui, on va y notre revenir. ami. Nico Batum m'a même envoyé un message en disant bah, écoute, c'est une très bonne chose et tu peux dire que j'ai dit ça. Donc Nico, je te cite. Apparemment, drôle de zozo, Neil Oshie. C'est CJ McCollum, donc un souci au pneumothorax. Quand même, ça, c'est pas cadeau. Et Damien Lillard donc, demande une prolongation. Mais une prolongation. Il a un pneumothorax, en fait. C'est pas un souci au pneumothorax. Il a un pneumothorax. Il a un souci au pneumothorax. Très bien, Michel Simès. Et donc, et Damien Lillard qui demande une prolongation max. On va s'arrêter notamment sur ce dernier point-là. Mais c'est bien que tu corriges sur les trucs médicaux. On en est où avec Damien Lillard un petit peu en ce moment? C'est curieux ce qui se passe autour. Ouais, on a l'impression que l'idylle, ce que je dis un petit peu dans l'édito, l'idylle entre les Blazers et Lillard, où on pensait que finalement il allait. Tout pouvait que bien se passer. Alors attends, je précise médicalement, après on revient. Ah, vas-y. Le pneumothorax est dû à la présence anormale d'air dans la cavité pleurale. L'origine est spontanée ou traumatique. Une prise en charge est nécessaire, parfois en urgence. Le traitement dépend de sa gravité ou de sa cause. Donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose à aller dire. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est Zach Peacock qui avait eu ça à Cholet et après il était obligé de jouer avec une protection. Il s'était arrêté 3-4 semaines. Bon voilà, c'était pour être très. Soit tu prends un énorme pet ou soit il y a de l'air qui vient dans une partie du corps. Alors sur l'histoire de la prolongation de Damien Lillard, déjà, c'est une info qui est sortie par Rouge. Juste quelques jours après que Neil Oshie ait été limogé. Donc la rumeur, c'est qu'il demande Damien Lillard une prolongation de contrat sur 2 ans de 107 millions. Donc si les Blazers s'acceptent, sur une saison, il pourrait prendre 55 millions, ce qui sera un record de saison dans l'histoire de la NBA. Dans le même temps, Damien Lillard, le lendemain, a cité un tweet qui disait, de toute façon, je sais pas comment il a tourné exactement, mais en gros, ce genre de rumeur de merde, on sait de qui ça vient. Sous-entendu, Woj et Neil Oshie se sont mis d'accord pour lancer cette petite rumeur de merde. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Nous admettons que la rumeur soit vraie, parce que c'est un joueur de toute manière très important de NBA qui peut se permettre de demander ce type de contrat. On peut se poser encore une fois la question de la fidélité et du prix de la fidélité de Damien Lillard dans sa franchise. Steph, on a l'impression que pour la première fois depuis presque... Il y a de la friture. Il y a de la friture sur la ligne entre Lillard et les Blazers. Alors, ça dément, parce que Lillard est toujours bon dans cette com pour éteindre un peu les incendies. Mais là, cette fois-ci, même avec la sortie de Lillard, on a l'impression que l'incendie, il est réel entre la franchise et le joueur. Après, l'incendie, il arrive avec le mauvais début de saison de Portland, les mauvaises prestations individuelles de Damien Lillard. Donc, tout ça cumulé fait que le sujet revient sur la table en disant attention, Damien Lillard, est-ce qu'il en aurait pas marre d'être à Portland, de ne pas gagner des matchs? Je suis partagé parce que j'ai l'impression que c'est un mec intègre. J'ai l'impression que c'est un mec intègre qui a toujours déclaré haut et fort, que ça soit dans des conférences de presse basket, dans ses chansons de rap, qui resterait un Blazers à vie. Maintenant, un Blazers à vie, tu l'as dit, à quel prix? Est-ce qu'il accepterait de faire des saisons Parce que Portland a intérêt à lui filer ça aussi. S'ils veulent le voir rester, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on parlera des Pacers un peu plus tard dans l'émission? Oui, qu'est-ce que tu veux faire de la part de Portland? Est-ce que tu veux avoir un mec qui est capable d'être top 5, top 10 NBA jusqu'à la fin de sa carrière ou tout péter pour repartir de zéro? C'est l'éternel. Et puis jamais avoir peut-être la possibilité d'avoir un mec aussi dominant que ça. Oui. C'est l'éternelle question autour des franchises. Là, on voit le contrat de Damien Lillard. Prendre du pognon, tonton. Moi, j'ai pas oublié que cet été, ils ont. Rick Carlisle est parti et qu'il a été intégré dans le processus de recrutement d'un nouveau coach. Donc, Chetty Billups, il fait partie des mecs qui l'ont. Terry Stotts. J'ai dit quoi? Rick Carlisle. Non, j'étais dans le focus déjà. Dans le focus déjà. Terry Stotts, évidemment. Il était dans le processus de recrutement de Chelsea Billups. Et on en attendait, pas à monts et merveilles, mais en tout cas, que ça se passe bien. Je dis pas que ça se passe mal, mais en tout cas, le bilan il est vachement mitigé et ça fait 2 ou 3 ans que ça dure depuis la finale de conférence. Donc, moi, je crois quand même que le cycle de Damien Lillard n'est clairement pas terminé aux Blazers. En revanche, il est peut-être temps, les amis, de bouger autour. Et bouger pour de vrai. Alors, tu dis c'est marrant. Moi, ma question d'après, c'est est-ce que le cycle n'est pas terminé? J'ai envie de te répondre oui. Moi, je pense que le cycle est terminé. L'usure est réelle. Et tu disais, Steph, t'as raison, il est intègre.
Mais au bout d'un moment, c'est pas parce qu'un jour Lillard doit partir, parce que la réalité du moment fait que. Et la réalité du moment, c'est qu'aujourd'hui, Portland est 11e. Portland a du mal à se relancer avec un nouveau coach, mais même si il a été intégré au processus de recrutement de Billups, j'ai pas l'impression que le fit soit incroyable. Ils n'ont pas changé autour de lui. McCollum est toujours là. C'est maintenant qu'il n'y a pas ça. Les mêmes problèmes des Blazers qui durent depuis 3-4 ans, ils sont là. Enfin, les mêmes problèmes. Là, ils sont 11e avec Terry Stotts. Cette dernière, ils étaient oui, pas, mais ils étaient pas comme ça. qu'on a Ils se sont battus certaines saisons pour accrocher les playoffs un peu au dernier moment. Rappelez-vous, on a eu des débats sur il faut un poste 3, machin, et depuis qu'ils ont perdu Al-Farouk Aminu et comme il s'appelle l'autre, Moharkless. Et à chaque fois, on l'a pointé du doigt, cette lacune-là et cette carence-là du côté de Portland. Donc Robert Covington, quoi. Elle n'a jamais été remplacée. Et aujourd'hui, ce duo Lillard-McCollum, c'est lui, la fin de cycle, elle est là. La fin de cycle, elle est là. Elle est sur ce duo-là. Et je suis désolé, si j'ai un choix à faire, je garde Damien Lillard. Bah, moi aussi. Alors, je garde Damien Lillard. Nico Batum nous dit souvent aussi, tu gardes Lillard parce qu'au niveau du marketing, tu remplis des salles. Est-ce qu'aujourd'hui, Lillard, ça suffit à remplir la salle parce que l'équipe gagne de moins en moins de matchs? Bon, j'ai pas encore les stats, mais oui. J'ai pas eu les attendances. Oui, mais il n'empêche que oui. Oui, quand tu es fan de Portland et donc des Blazers, tu vas au stade pour voir Damien Lillard et personne d'autre. Tu peux peut-être avoir des kiffs et tout, mais lui, quoi qu'il arrive, te fera toujours plus remplir la salle que n'importe qui d'autre à l'instant T. Maintenant, une salle est remplie parce que l'équipe est bonne. Donc ça se tient. Mais pour moi, la fin du cycle, elle n'est pas de Damien Lillard, elle est du duo. Et donc peut-être de ce projet des deux arrières. Tu vois, il est encore trop tôt. Donc c'est plus McCollum qu'il faut. Mais ça fait 3 ans qu'on le dit, malheureusement. Ça fait 3 ans qu'on le dit. Mais alors, le gros problème. Et il y a un mec sur le marché qui pourrait faire l'affaire. Ouais, mais on en parle depuis le mi-temps. Le gros problème, c'est qu'ils défendent pas un cachou, Portland. Ils ont besoin de support offensif. Mais le gros problème de Portland, surtout de ne pas défendre un cachou de manière sportive. Oui. Mais le gros problème de Portland, c'est qu'en fait, ils ne font pas de choix depuis des années. Bah si, ils font le choix de ne pas bouger. Voilà, ils font le choix de ne pas bouger. C'est aussi un choix. C'est un choix. Et c'est un choix qui frustre tout le monde et peut-être qui commence aussi à frustrer Damien Lillard. Donc, affaire à suivre. Mais c'est vrai que pour la première fois, on a vraiment l'impression que ça pue un peu la merde entre Lillard. Si Dame voulait me voir partir, il l'aurait dit, il ne parle pas derrière le dos, ce n'est pas son genre. Ça se tient aussi. Oui, ça se tient, mais bon, est-ce que c'est à lui aussi de dire faut faire ci, faut faire ça? C'est peut-être le GM qui vient de sauter. Il y a des GM et des présidents d'opération basket à faire ça, donc j'écoute. Mais qui vient de sauter, donc du coup, affaire à suivre en tout cas chez Portland. Affaire à suivre aussi avec les Lakers, puisque LeBron est en feu en ce moment, et les Lakers commencent à aller un petit peu mieux, mais est-ce que finalement ces Lakers ne sont pas trop dépendants de Kick James? C'est le débat. Les Lakers sont-ils trop dépendants de LeBron James? Cette semaine, les Lakers ont certainement offert leur meilleure prestation collective dans cette victoire face aux Celtics. Une très belle victoire, une bonne première mi-temps équilibrée. Et ensuite, les Lakers sont roulés sur des Celtics un petit peu courts, notamment en rotation avec l'absence de Jaylen Brown, même si on a vu un Jason Tatum comme on aime, des fois sur des débuts de match. Très smooth. Ouais, très smooth, très inspiré, très adroit. Après, Russell Westbrook s'est mis en mission défensive sur lui et a réussi à un petit peu réduire l'influence de Jason Tatum. Il empêche, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Ces Lakers-là se remettent un petit peu en marche, à l'image d'un LeBron James en feu. Mais Thomas, est-ce que toi, à cette question, on va aller dans le détail un petit peu, est-ce que tu as l'impression que les Lakers sont pour l'instant trop dépendants de LeBron James, qui va avoir 37 ans, le 30 décembre? Quelle équipe dans l'histoire de la carrière de LeBron James n'a pas été trop dépendant du King? Certes, c'est vrai. Déjà, donc oui, à la question les Lakers sont-ils trop dépendants des Lakers, je vais évidemment aller vers le oui. Maintenant, je me pose aussi la question, il y a plein de thèmes qu'on va aborder, mais sur le côté positif de cette belle victoire, parce que c'est vraiment une belle victoire collective contre les Celtics, je vais retenir que ce Big Three qu'on attend, ce trio-là, coaché par Frank Vogel, qu'on attend depuis l'intersaison, n'a joué que trop peu de matchs. 12 matchs. Donc 12 matchs pour être déjà catégorique sur leur avenir. Donc, et quand je vois ce match-là, je pense que ça peut donner de vrais motifs de satisfaction et des bons motifs de travail pour la suite. Moi, je vais considérer ça comme un one-shot pour le moment. J'ai pas envie de tirer de conclusion parce que j'ai trop été déçu par les Lakers et que depuis que LeBron est bon, malgré tout, sur les 6 matchs où il est revenu, il y a quand même 2 défaites. C'est pas non plus un bilan exceptionnel, c'est 4 victoires, 2 défaites. Mais Tom l'a dit, forcément que LeBron a trop d'influence dans le jeu pour ne pas être dépendant d'un garçon comme ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est les coups de coaching de Frank Vogel, qui, j'ai l'impression, a arrêté de vouloir jouer big en mettant soit Dédé, soit Dwight Howard dans le 5 de départ, et qui se concentre avec Anthony Davis dans la raquette, et ça permet peut-être à LeBron d'être un petit peu mieux sur le scoring et d'être
de Russell Westbrook d'être un peu plus propre en fait dans le jeu. Maintenant j'attends de voir parce que cette équipe elle a eu trop de hauts, trop de bas avant de porter des jugements. Mais ce que je vois c'est que LeBron met des points. Il est un peu plus scoreur que d'habitude et que son influence sur le reste du jeu est un peu moindre. Rebond, passe, c'est un peu moindre que ce qu'on peut voir de LeBron James. Mais forcément que LeBron a une énorme influence dans le jeu. Non, mais c'est une déception pour moi qu'Anthony Davis soit pas capable d'être meilleur. On va revenir sur tous ces points-là, évidemment. J'aimerais qu'on ait quand même la stat avec et sans LeBron. C'est quand même un peu le débat, le cœur du débat là-dedans. On voit ça, 5 victoires, 7 défaites, donc sans LeBron, et donc un bilan positif avec LeBron sur le terrain. Forcément. Évidemment. Ouais. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que les Lakers sont dépendants de LeBron? Tout le monde est dépendant de LeBron, tu l'as dit. Est-ce que les Lakers sont trop dépendants de LeBron? Et là, j'ai envie d'y aller, parce que LeBron, aujourd'hui, quand il est en pleine bourre, qu'il n'est pas blessé, on le voit, c'est encore un top 3 de la Ligue. Il est trop fort, il influence, très bien. Mais est-ce que un LeBron comme ça peut suffire à ces Lakers-là à jouer le titre? C'est ça la vraie question, parce que se dire qu'on est content, comme tu disais, face aux Celtics de cette belle prestation collective, de voir LeBron à bientôt 37 ans faire des stats comme ça, se dire mais qu'est-ce que c'est bien. Oui, mais viens, on se projette. Est-ce que la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que cette dépendance de LeBron, elle n'est pas trop importante pour l'instant pour que les Lakers aujourd'hui soient encore considérés comme un prétendant? Oui, c'est vrai que c'est une vraie question, puisque les faits vont dans le sens ils sont trop dépendants à LeBron, parce que LeBron manque trop de matchs. Et LeBron, l'année dernière... Et même dans le jeu, j'ai envie d'aller. Moi je trouve que le facteur match manqué, il est plus important que le jeu. Parce que si LeBron joue tous les matchs, 82 matchs, et à 100% en play-off, en fait, LeBron, quand c'est comme ça, est champion. Puisque la première année, ils vont pas en play-off parce qu'il est blessé. L'année dernière, ils sont blessés clairement dans ce premier tour face aux Suns, et ils se font sortir alors qu'ils menaient 2-1. Il était blessé, alors que l'année d'avant, ils étaient à 100%, ils sont champions. Donc, quand je prends les trucs vraiment factuels, je pense que LeBron est à un âge, il va bientôt avoir 37 ans à la fin de l'année. 30 décembre. Le 30 décembre, absolument. Donc voilà, il est trop vieux et n'est plus capable d'enchaîner autant les matchs comme avant. Donc, il faut réinventer le système et donc la dépendance autour de lui. C'est ça la vraie question, finalement. Mais Tom, t'as raison, mais le problème c'est que ça va être compliqué de juger les Lakers si LeBron joue un match sur deux en fait pour créer quelque chose. Ça veut dire que tu vas devoir juger une équipe sans LeBron avec Anthony Davis et Russell Westbrook, une équipe avec les trois. Ce que je vois, c'est que les trois ensemble, pour l'instant, sont plutôt bons. Et on peut faire le parallèle avec les Bucks où Giannis, Jrue Holiday et Chris Middleton ont perdu un match sur 12 en ayant joué les trois. Les trois. Donc il n'y a pas Brook Lopez, on peut même dire ça. Il n'y a pas Brook Lopez. Forcément, cette équipe, elle a été montée pour que les trois soient ensemble sur le terrain. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de recul collectif pour savoir ce que ces trois-là sont capables de produire sur une longue durée de matchs de saison régulière. On a beaucoup parlé de LeBron depuis le début de ce débat, et finalement c'est lui qui est au cœur de ce débat. Maintenant j'aimerais qu'on vienne sur les deux oiseaux à côté de lui. On a dit 12 matchs simplement pour ce Big Three. J'aimerais qu'on parle de la hiérarchie, et j'aime beaucoup la comparaison avec Giannis, Jrue Holiday et Chris Middleton. J'ai l'impression qu'il y a quand même une hiérarchie. Giannis est évidemment numéro 1, que Chris Middleton est numéro 2 et que Jrue Holiday est numéro 3. LeBron est numéro 1. Maintenant, derrière, moi je pense, et je reste persuadé que si ces Lakers-là veulent gagner le titre, il faut qu'Anthony Davis soit un numéro 2, voire un bis, et que Russell Westbrook soit un numéro 3. Et en ce moment, le titre, en fait. Voilà. Dans ton idée. Exactement. Parce Anthony Davis sur la campagne de play-off dans la bulle, il est un bus. Exactement. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on ira sur Frank Vogel tout à l'heure, qui est en train d'essayer de filer quelques outils quand même à Anthony Davis, mais j'ai quand même aujourd'hui un énorme souci avec Anthony Davis, qui vit sur une hype mérité, voilà, le potentiel, mais qui vit aussi sur un fantasme de potentiel qu'aujourd'hui, à 27 ans, j'ai du mal à me dire est-ce que ce mec-là mérite un petit peu toute cette hype, être dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Là, contre les Celtics, il est bon, il fait 17 et 16. C'est très bien, mais moi aujourd'hui, quand je revois le match face aux Celtics, je vois Anthony Davis, qui est la troisième option des trois. Et ça me va pas. Parce qu'il fait un mauvais match, non? Il fait pas. En attaque. Il fait pas. Il a le ballon, il perd des ballons et tout. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, son talent, sa défense et ses contres font qu'il fait les minima, mais à l'âge qu'il a au prime, il doit rentrer dans son prime. On est quand même loin, Steph, j'imagine, des espérances. Et Charles Barkley l'a dit, et c'est exactement ce que je pense. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs. Anthony Davis, tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Tu as 27 ans, tu es censé être dans la fleur de l'âge. Tu es censé être un des cinq meilleurs joueurs du monde. Là où avec Giannis et Kevin Durant, et je suis tout à fait d'accord. Il est loin du compte. C'était les attentes qu'on avait quand il était le joueur qu'il était au Pelicans. On se disait waouh, lui ça va être top 3
top 3 NBA pendant pas mal d'années. Il est arrivé aux Lakers. Il a fait des choses bien, mais j'ai l'impression que ça stagne en fait. J'ai l'impression que sa domination sur la ligue, elle s'est arrêtée. Alors, bien sûr qu'il est capable de faire des sorties encore à 35 et 15, j'ai aucun souci là-dessus. Mais je trouve que ces chiffres reflètent pas son impact dans la ligue en fait. Les chiffres sont bons, mais je trouve que ça n'a pas d'impact sur la ligue. Et je sais que vous allez me régaler en parlant de Karl-Anthony Towns. Pour moi, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Donc. Alors, moi ça m'intéresse justement. Alors juste pour précision, il a 28 ans, Anthony Davis, 29 en mars, pas 27 comme le disait le bon Tchèque. Mais c'est intéressant d'entendre ça puisque on en a discuté entre nous et toi tu voulais le comparer à ce que fait Anthony Towns, au talent d'Anthony Towns peut-être, mais à ses performances et à son bilan collectif, parce qu'il y en a un qui a gagné un titre dans une bonne équipe, et il y en a un autre qui joue pas avec LeBron. En fait, ma théorie, c'était de dire que la différence entre Karl-Anthony Towns et Anthony Davis, c'est qu'il y en a un qui joue aux Lakers et l'autre qui joue aux Timberwolves en fait. Il y en a un qui a la chance d'être dans une équipe qui a été champion NBA et qui gagne des matchs, et un autre qui galère à gagner des matchs. Alors ils vont me dire oui, Karl-Anthony Towns il a qu'à être bon pour faire gagner les Wolves. Bon, ça marche pas souvent comme ça, marche pas tout le temps comme ça en NBA. Aujourd'hui, Karl-Anthony Towns il a 3 ans de moins qu'Anthony Davis. Dans les chiffres, ça se vaut. Karl-Anthony Towns est un bien meilleur tireur à 3 points qu'Anthony Davis. Je crois qu'il a plus de 40% quasiment cette saison. Anthony Davis a 18% cette saison. Ouais, il n'est pas dedans. Les chiffres sont similaires, les deux sont des bons passeurs. On a un tableau comparatif, je crois qu'ils sont à plus de 3 passes de moyenne les deux. Je suis désolé, sur le basket pur, pour moi c'est kiff-kiff. Alors on va me dire, oui, Anthony Davis est un meilleur défenseur. Oui, ça, c'est il met des contres, il est meilleur sur les switches défensifs, il peut mieux garder les gardes. Je suis désolé, il y a pas. Moi, tu me demandes de choisir entre les deux. Je prends un moment d'hésitation, un moment de réflexion derrière mon bureau. Je te dis tout de suite. En tout cas, dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de cette théorie et qui vous choisiriez, parce qu'en vrai, quand j'ai dit ça, beaucoup de gens ont été choqués, pas vous, mais il y a des gens qui étaient complètement fous, quoi. Non, mais sur le en fait, c'est toujours pareil. Tu le dis, tu fais ah ouais, c'est quand même un truc de ouf cette comparaison. Puis 2 secondes après, tu fais bah ouais, en fait, ça se tient parce qu'on n'oublie pas quand Davis, quand il est aux Pelicans, il fait une fois les playoffs individuellement. Il fait une fois les playoffs. On se souvient avec Steph Curry qui met un tir fou là. Karl-Anthony Towns fait les playoffs en 2018 avec Jimmy Butler et Andrew Wiggins. Et il y a cette comparaison sur leur temps dans leurs franchises respectives. Oui. Regarde ça. Anthony Davis a donc demandé son transfert et on s'en souvient de quelle manière avec un tweet, de jouer incroyable à l'époque. Il voulait absolument se barrer. Il a demandé son transfert lors de sa 7e saison. Il va aux Lakers l'année d'après. Donc il joue avec LeBron et il est champion direct. Towns est dans sa 7e saison. Donc c'est la comparaison et il doit être. C'est 2 numéros 1 de draft aussi. Donc la comparaison, il y en a un qui a un peu mais ça se tient. Et encore une fois, si Jean-Anthony m'était fou, pour moi, c'est simplement de la hype là, qui est aux Lakers, qui est quand même beaucoup plus médiatisé. Et Karl-Anthony Towns, qui très vite, en fait, on a commencé à être déçu un peu par lui, même s'il a. Toi, je me rappelle, tu étais fan énorme de Karl-Anthony Towns au début, et après, tu l'as tapé un petit peu dessus. Bah ouais, il m'a un peu déçu, mais ça reste un super joueur. Et puis, moi, ce qui me gêne chez Anthony Davis aujourd'hui, c'est qu'il a 28 ans, donc c'est important, là, les bons âges. C'est qu'aujourd'hui, quand je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il sait toujours pas quelle est sa force pour qu'il pèse sur un match. Quel joueur il a envie d'être. Quel joueur il a envie d'être, exactement. En tout cas, ou alors pire que tout, j'ai l'impression qu'il a envie d'être un joueur qui doit pas être, parce que c'est pas comme ça qu'il est efficace. Trop de face-up pour toi? Pour moi, il doit jouer poste 5 aujourd'hui. Il doit jouer poste 5 avec LeBron en 4, qui est au large, à qui on laisse complètement l'axe du panier et on court autour de lui. Ou Trevor Ariza, quand il reviendra. Donc, poste 5, très fort. Il est trop fort sur post-up, face-up, mais proche du cercle. Il est trop fort, Anthony Davis, là-dessus. J'ai l'impression que, et ça doit être un poste 5 comme ça, qui peut aller un peu au large. Aujourd'hui, c'est un mec qui est au large et qui peut aller au poste 5. Il joue à l'envers, Anthony Davis. Et je trouve que ça, on le met pas assez en avant. Alors, mais est-ce que c'est pas la configuration que Vogel voulait démarrer à chaque fois avec un big qui fait que Anthony Davis était souvent au large? Mais moi, j'avais pas de souci avec ça, je suis désolé, mais la première année, ça marche bien comme ça. Il joue avec la première année, il joue avec Javel Magui titulaire, il joue bien comme ça. Il finit les matchs comment? Il finit les matchs comment? Mais finir les matchs, il n'y a aucun souci. Mais commencer les matchs, attends, je vais pas vous apprendre ça à vous. Moi, j'ai aucun souci, je trouvais même que c'était bien, et c'est parce que il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que collectivement, cette équipe ne défend pas du tout. Et que Anthony Davis ou Dwight Howard soit titulaire sur le poste 5 ou DeAndre Jordan, il y a un gros souci d'intensité défensive et ça doit venir, ça venait de... Pardon ? Ils sont 24e, je crois, au rating défensif. Et ça se sent collectivement dans ce que tu peux ressentir, qu'ils ne sont pas dans l'intensité qu'ils doivent mettre quand tu es une top team. Et donc, moi, ce que j'aimais bien à l'époque, c'est qu'ils jouaient grand,
Et ça marchait. Beaucoup de contres, du rebond offensif à foison, un rebond défensif aussi très verrouillé. Et Anthony Davis était bien plus adroit, mais avait aussi ses positions poste bas, comme aujourd'hui. Donc là, vous avez envie qu'il joue poste 5. Moi, ça me dérange pas. Ça marche contre les Celtics, parce qu'en face, t'as une équipe qui joue à Après, je ne demande pas de faire du clean Capella, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je dis mais il faut qu'il en fasse aussi. Exactement. Il faut qu'il fasse du pick and roll, du roll. Et vu avec Rajon Rondo, par exemple, il peut prendre des ballons au post-up et faire des appuis effacés et être face-up face aussi. Il est tellement vide, il peut prendre le ballon. Mais oui, sur corner. Il a des séquences là contre les Celtics, il a des séquences sur leur fond, il est indéfendable. Oui, bien sûr. Mais moi, je trouve qu'il se facilite pas assez la tâche. Il se complique trop la vie. Il va pas chercher des points faciles sur des qualités. Oh, c'est un mec qui fait 2-12, il a des bras, ils sont immenses, il a du toucher. Rassure-toi sur du lancer, de la course. Et le reste va venir. Le problème, c'est que tous les matchs, il commence par des tirs très compliqués, des step back. Mais c'est trop dur. Et c'est trop dur. Rassure-toi, mets 2-3 lancers, mets un one, rapproche-toi près du cercle, va mettre un loop sur un contre-attaque. Crois-moi que ton tir à 3 points, quand tu vas le prendre avec un step back, eh ben, tu auras mis 3-4 paniers un peu faciles et ça va rentrer. Mais j'ai l'impression de parler à un espoir quand je dis ça. Alors que le mec, il a 28 ans et que c'est un phénomène. Tu vois ce que qu'il a déjà fait. Oui, qu'il a déjà fait. Mais souviens-toi, sur les finales NBA face à Miami, déjà, on disait quand Miami accrochait les Lakers, on disait, mais il faut que tonton, il aille un peu plus au mastic. Il est un peu soft, il a un petit côté soft. Il a un petit côté soft, Anthony Davis. Comme Towns d'ailleurs. Ouais. Allons sur Frank Vogel, tu en as parlé tout à l'heure, qui justement cherche encore la bonne formule, alors que c'est vrai que la première année où les Lakers sont champions, ça finit dans l'abus, on a l'impression que très vite il a mis des choses simples en place, mais qui ont été comprises. Là, on a l'impression qu'il se cherche, peut-être plus compliqué de gérer maintenant un trio qu'à l'époque un duo avec LeBron James et simplement Anthony Davis. Là, il a tenté un truc contre les Celtics où il met LeBron en 4, Anthony Davis en 5. Est-ce que ça peut être la bonne formule pour les Lakers, pour LeBron et pour Anthony Davis? En tout cas, moi j'ai envie de t'entendre sur le sujet parce que tu poses la question, mais hier on a discuté dans Clutch avec Rémi Réverchon. Donc écoutons Erwan Abotret. Même si LeBron est exceptionnel, et on le voit sur ses stats, sur ses 5 derniers matchs, faire ça à 37 ans et remettre cette équipe en route, il va falloir quand même qu'autour, il y ait des gens c'est lui qui doit être le déclencheur, il l'a fait. Maintenant, autour, il va falloir quand même que Frank Vogel trouve aussi une formule. Ce qu'a fait Westbrook hier, c'est très bien. Est-ce qu'Anthony Davis, on va se contenter de 17 et 16, de l'envoyer au charbon? Je pense que le mettre seul dans la raquette, c'est peut-être un début de solution. Un début de solution pour toi. Moi, je vous dis très honnêtement, la hiérarchie d'équipe est très importante à terme quand on se projette pour les playoffs. Donc c'est important de le ressentir d'ici, après février. Mais aujourd'hui, le problème, il est global. C'est vraiment un problème d'équipe. Et c'est là où le nom de Frank Vogel doit entrer en ligne de compte. C'est que tu as eu la sensation là sur le début de saison qu'il n'avait pas du tout la main mise sur son équipe. Il avait perdu son identité défensive. Tu as dit 24e au rating. Catastrophe pour l'équipe de Vogel. Et une catastrophe pour l'équipe des Lakers depuis 2-3 ans. Quand ils sont champions, c'est une défense. C'est une défense de plomb. Même l'année dernière, avant les playoffs. Ils sont meilleure défense NBA. Mais Vogel est un coach défensif. Rappelez-vous, Indiana, ils ont souvent été la première défense de la ligue. Et là, alors le basket a changé quand même. Le basket a changé, sauf qu'aujourd'hui, son équipe, il n'a pas une équipe pour défendre. Et il n'arrive pas à faire défendre ses équipes. Il n'arrive pas, et du coup, il a mis un énorme coup de pression dans les vestiaires. C'est sorti un petit peu dans la presse. Et c'est quand même, je trouve que ça en dit long. Quand même, quand un coach on en est là, quoi, en fait, chez les Lakers, c'est de dire, donc arrêtez de dire que vous voulez gagner le titre alors que vous ne faites aucun effort défensif. Ça, c'est des déclats de coach dans des vestiaires. C'est peut-être aussi de tirer la sonnette d'alarme. Que les mecs se rendent compte. Clairement, là, c'est un coach qui dit, mais vous faites les fanfarons, vous voulez être champion NBA, mais le problème, c'est sur le terrain, je vois pas les actes en adéquation avec vos mots et avec vos objectifs. Et là, c'est un coach qui est blasé en disant, mais vous allez arriver à rien du tout, en fait. Vous défendez pas un cachou. Il est hors de question qu'on soit champion NBA avec ça, parce que, offensivement, toutes les équipes vont pouvoir mettre des points comme nous, on est capable de mettre des points. La différence en playoff, c'est qu'elle se fait en défense. Et le problème de Frank Vogel, c'est que dans sa vie, il n'a jamais eu à coacher autant de talents offensifs que ça dans sa carrière. Et que même lui, je pense qu'il essaye de trouver des solutions. On l'a vu pianoter combien de fois, il a mis des Bazemore dans le 5 de départ, des Malik Monk, des Wayne Ellington, des Avery Bradley. Il a tout tenté, donc lui aussi se cherche. À un moment donné, il cherche la bonne alchimie à se dire comment l'alliance des 3 stars qui veulent mettre des points, comment je bascule les 2 autres pour avoir deux rouages défensifs. Plutôt shooter, plutôt défenseur, plutôt porteur de ballon. Lui aussi se cherche, mais il ne faudra pas qu'il se cherche très longtemps, Frank Vogel, parce qu'on n'est pas très patient du côté des on sait que tonton LeBron, il est capable d'aller taper dans le bureau des GM. Hein. Et on rappelle qu'il a prolongé cet été aussi, donc je pense que c'est pas du tout dans la tête des dirigeants de Tej, Frank Vogel, pour l'instant, il est là. Mais je vous rejoins complètement, il y a un truc qu'on peut aussi mettre
sur la table, c'est que quand t'es coach, que t'arrives, que t'es champion avec une équipe, qu'on la change complètement l'année d'après, que ça marche pas, qu'il y a des blessures, et que tu la rechanges. LeBron l'a dit au training camp, il y avait 7 nouveaux mecs. Il n'y a aucune continuité. Aucune continuité. Et pour un coach, c'est dur. Et j'aime bien ton idée de l'alchimie d'équipe. Là, aujourd'hui, on pense qu'il va se diriger vers un 5 qui va un peu stabiliser. Le 5, ça va être Russell Westbrook à la main, Avery Bradley sur le poste 2 et Talen Horton-Tucker, dans le 5 majeur, parce qu'ils y croient vraiment, ils l'ont prolongé. Bon défenseur, vrai joueur d'attaque aussi. Il va falloir que lui aussi digère aussi la responsabilité d'être dans le 5 majeur, mais c'est un choix. Et puis, ils joueront. On peut le penser avec LeBron en 4, évidemment. Mais moi j'adore. Moi j'adore déjà de la stabilité dans la hiérarchie dans l'équipe déjà. Mais ça s'est senti un petit peu face aux Celtics. On reviendra un petit peu après sur les missions défensives parce qu'il n'y a pas eu spécialement de schéma défensif précis. Mais par contre il y a eu des mecs prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience individuelle de mecs qui se sont dit allez on se met des missions à l'image de Westbrook sur Jason Tatum et même on a vu les mecs se passer les joueurs et tout. La défense tu sais dès que les mecs s'y mettent un peu ça saute à la gueule en général. Et même au cours d'un match. La défense, t'as forcément des options défensives sur certaines situations, de défense pick and roll et tout ça. Et celle de Frank Vogel a fait ses preuves. Mais ça part d'une application individuelle, de vouloir arrêter son mec, d'être présent dans les rotations, dans les bons timings, d'avoir la bonne intensité, de toucher les mecs. C'est une prise de conscience individuelle, la défense. Le coach, il est là pour mettre des règles et des placements de rotation. Mais si les mecs, ils sont à 3 mètres du gars, tu peux mettre n'importe quel coach, gros, tu seras la mauvaise défense du championnat. Et cette année, tu vois, je parlais de la mainmise de Vogel sur son groupe. Combien de matchs on a vu de ces Lakers arriver dans les 5 premières minutes en dilettante, attitude honteuse, Bondy Le Guedj, dont notre ami Anthony Davis en premier lieu, arriver bras ballants, la théorie d'Hassan Whiteside. T'arrives, t'as pas envie de jouer au basket, frère, t'es à 20 millions, motive-toi un petit peu. Pas 20 millions, Anthony Davis, hein. Non, mais je parle de Whiteside, t'es archi payé, mais t'arrives en même temps en mode je m'en fous. Il se faisait masser la veille chez DJ Khaled. Il y a une stat qui est intéressante, c'est que cette année, les Lakers ont déjà perdu 7 matchs quand ils ont mené de 10 points. Ça fait pas très équipe de futurs champions. Mais il y a ce match honteux, je crois, où ils sont à plus 20 contre KC, donc ils perdent. Il y a ce match. Ils n'avaient pas gagné depuis KC. Moi, pour revenir sur LeBron, revenir sur le 5 majeur qu'on espère, honnêtement, je souhaite que ce 5 majeur-là soit stabilisé, même si je trouve que ça manque de shooter pur autour de LeBron, on sait. Mais LeBron en poste 4, comme ça, où on lui laisse l'axe panier-panier, où il peut courir, driver, on l'a vu d'ailleurs avec les Celtics, driver, aller chercher des loops, foutre des passes dans les corners pour les mecs. Je trouve que sur le jeu, c'est ça qu'il doit faire. Il peut plus jouer meneur, il faut l'économiser. Et ce poste 4, all around, je trouve qu'aujourd'hui, il y a que comme ça que les Lakers doivent le faire jouer. Après, c'est pour ça qu'ils ont pris Russell Westbrook, parce que dans la théorie il faut laisser LeBron un peu se reposer. LeBron ne peut plus jouer 82 matchs et une saison et un run de playoff, donc tu prends Russell Westbrook. Et ça, on l'a dit dans la tentative de compréhension de ce trade, au début, on a fait waouh, pourquoi tu fais ça de se dire, on va gagner des matchs en saison régulière parce que l'autre Westbrook il est toujours à 100% en fait. Mais absolument. Maintenant, on en a un peu parlé de Westbrook, mais honnêtement, là, sur les 10 derniers échantillons de match, on a du mal à lui tomber dessus. Non. Honnêtement, il est plutôt bon, plutôt juste. Après, Westbrook fait du Westbrook. Il y a toujours des choix, des figures un peu improbables. Il a été très bon contre les Celtics. Il a été très bon contre les Celtics. Exactement. Ils en ont besoin. Il perd 4 ballons, moi ça me va. Non, mais c'est 4 ou moins, pas 5,5. Mais regarde, il est à 50% au tir. C'est des belles stats. Pas tonton Harden, qui a perdu 8 hier pour son retour à Houston. Il essaie de faire plus de pertes de balles. Un autre paramètre à prendre en compte aussi pour cette équipe des Lakers, c'est qu'on n'a toujours pas vu Kendrick Nunn qui doit être annoncé, qui est annoncé en 2022. Kendrick Nunn qui était solide du côté de Miami, et Trevor Ariza qui était censé être le poste 4 un peu fuyant. Ils n'ont pas délié. En fait, il est plus poste 4. Par contre, il est fuyant, ça c'est sûr. Oui. De toute façon, dans la structure de l'effectif, il n'y a pas d'ailier. T'as LeBron, t'as Melo, t'as Trevor Ariza qui sont exactement dans le même profil, donc des ailiers anciens poste 3 qui jouent 4 maintenant, mais t'as pas de mec pour défendre. Sur les postes 3, quand je dis poste 3, c'est Kawhi, c'est KD. Et Madame Buss, la propriétaire des Lakers, Jenny, disait que... Madame Buss disait qu'elle prendra aucune décision sur Frank Vogel tant que l'équipe sera pas au complet. Elle veut voir l'équipe... Elle a raison, c'est plutôt intelligent. Il n'empêche que, pour conclure un peu ça avant qu'on aille sur vos tweets, parce que chaque semaine vous nous donnez vos avis, c'est toujours très intéressant. Moi je trouve que LeBron là, il revient, il est en pleine bourre, poste 4, très bien. Westbrook, je trouve que là, on l'a vu les stats sur les 8 derniers matchs, ça y est, moi je trouve qu'il va amener ce qu'il doit apporter. Allez, on accepte toujours une marge d'erreur, mais il apporte des choses. Que la mission défensive, hop, c'était dans le bon esprit. Pour moi, je vais défendre sur ta voilà, mais ça, exactement. C'est cool. Pour moi, la bascule, faut qu'Anthony Davis, sur la deuxième partie de saison, évolue à un niveau MVP. Voilà. Pour moi, c'est la grande bascule. Si ce mec-là
se sort un peu les doigts du cul et évolue et dominant comme il est censé être dominant. Méchant. J'ai l'impression qu'il n'est pas méchant, c'est un garçon. C'est un Une nonchalance terrible. Ouais. Et je crois vraiment que sur ces 3 mecs-là, la bascule, elle vient de lui. Donc, ça fait 360 à 2 comme ça, magnifique. Exactement, magnifique. Et après, tu matcheras en fonction des affrontements. T'imagines s'il y a du big pour envoyer Steph, des Drummond, s'il y a vraiment des gros big men. Imagine Anthony Davis qui fait un ravage post-up, comme Joel Embiid est capable de faire. T'es obligé d'aller doubler avec LeBron dans le jeu sans ballon derrière. Et t'imagines l'enfer? Oui, l'enfer. Il doit causer bien plus de problèmes aux défenses adverses qu'il le fait actuellement. C'était il se fout de sa gueule. Il est en train de se foutre de ma gueule. Donc avant qu'il prenne une tasse, il a dit c'était trop long. avant qu'il passe une tasse faire du chaud plein fer, on va aller sur vos tweets parce que ça sera bien plus intéressant que Séverin qui se fout de ma gueule. Il y a Franck Vogel et il y a vos tweets. Voilà, exactement. Pas mal. Pas mal. Thomas, tu vas les prendre, je les vois pas. Ouais, je vais tenter, je vais me décaler du coup parce que moi aussi j'ai la caméra. Enfin, fais-le parce que moi j'ai aussi une caméra. Alors c'est Nat by R6 qui dit en l'état oui, Vogel doit aussi trouver ses rotations. Ariza manque, vrai ailier si on veut jouer avec AD en 5, il est important. Mais avec Horton Tucker et Malik Monk plus AD et Russell Westbrook, on doit gagner des matchs quand il n'est pas là. En playoff, titre possible qu'avec un LeBron James à 100% et en rythme. N'hésite pas à le lire avec un peu de Anthony Davis. Moi, ce que je retiens dans ce tweet, c'est que finalement la conclusion c'est oui, champion, mais si LeBron James est à 100%, mais moi je suis pas persuadé que LeBron James, même à 100%, ça suffise aux Lakers pour être champion. C'est vraiment ça le débat. Oui, LeBron James à 100%, ça reste un monstre et il fera peur à tout le monde. Soit bon. Mais est-ce que ça LeBron sera bon quoi. Mais je suis pas sûr que LeBron, même à 100%, ça suffise. C'est important de bien comprendre le pourquoi du comment. On enchaîne dans l'état. Oui, Vogel. Est-ce qu'on a d'autres tweets? Non. Parce que voilà. Depuis 19 ans, vous vous posez la même question. Je t'en prie, Aubry 341. Toutes les équipes dans lesquelles il a joué ont toujours été et seront toujours dépendantes de lui. Oui, mais aujourd'hui, il vieillit et c'est... Bon, est-ce que Manchester United est trop dépendant de Cristiano Ronaldo? Visiblement, oui, hein. Et d'un bon coach aussi. Mais par contre, le Paris Saint-Germain n'est pas dépendant de Lionel Messi. Ouais, bon, d'accord. Tu m'étonnes. Kylian Mbappé, par contre, dépendant d'un gamin de 22 ans. Non, mais après, ça, c'est vraiment une vérité. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Quand LeBron est dans une équipe, ça ne peut être que l'équipe de LeBron. Mais bien sûr. Voilà. Moi, c'est le pourcentage. Moi, mon problème, je te l'ai dit, hein, mon problème, c'est pas si LeBron est à 100% et que l'équipe défend. Tu as une chance d'aller en finale de conf, voire en finale NBA. Ça suffit. Je suis pas sûr. L'histoire des 20 dernières années le montre. C'est ce que je te dis. Je ne suis pas sûr avec la concurrence de la conférence Ouest cette année. Mais toi, c'est ainsi que tu me parles. Moi, je te parle je me base sur ce que je connais depuis 20 ans. Et je préfère me baser sur les 20 dernières années tu as raison. sur un éventuel. T'as le droit. Quand est-ce qu'on trouvera un coach qui dira à LeBron, écoute, t'as 39, t'as 40, t'as 41, maintenant tu vas sortir du banc. Et c'est là, aujourd'hui, tu vas pas le faire sortir du banc. Je dis pas ça. LeBron ne sortira jamais du banc. Je préfère te dire, il ne sortira jamais du banc. Il est trop fort. Mais même dans 4 ans. Peut-être s'il joue avec son fils, puisqu'apparemment son but ultime c'est de jouer contre son fils ou avec son fils. J'espère que son but ultime en ce moment c'est plutôt d'être champion NBA. Et la question qu'on se pose, LeBron aujourd'hui à 100%, oui c'est un monstre, oui il peut gagner des tours, il peut passer des tours de playoff. Mais moi là aujourd'hui LeBron James, son seul but avant d'arrêter, c'est de gagner un nouveau titre NBA. Et moi je reste persuadé que c'est aussi fort qu'il est aujourd'hui avec son âge. Et les stats qu'il est en train de faire, et ce qu'on voit, ça ne suffira pas à lui seul à être champion. Ce qu'il a pu faire par le passé dans les autres équipes, et il n'y a même pas si longtemps dans la bulle, aujourd'hui, pour moi, ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait un système bien mieux établi. Il y a surtout un second qui doit montrer que c'est un vrai second, voire un bis. Est-ce que c'est pas la dernière chance de LeBron James pour être champion NBA? Après, chaque année, il change 8 mecs. Donc, si les prochaines, tu lui mets Lillard, je sais pas, on en reparle. Donc, la NBA va trouver aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, les années sont comptées. Et là, je te rejoins. Oui. L'année prochaine, a priori, les 3 vont rester ensemble. On espère. Un peu de continuité, là. C'est en ce moment, c'est la NBA. Match 7 de demi-finale de conf, il envoie 8 ballons en tribune, Russell Westbrook. Allez, on t'accompagne. Merci, à bientôt. Puis ces dernières années, ça bouge tellement de trucs improbables. C'est devenu un club-èche, les trade deadline. Donc, un club-èche. Ça se passe comment? Je t'expliquerai, où je t'amènerai. C'est encore plus simple. Voilà, avant de vous amener. Je préfère que tu m'expliques plus tard. Avant de vous amener en club H, je vais d'abord vous amener sur le focus, justement, où on va parler des Indiana Pacers, où on veut tout reconstruire. J'ai envie de brûler Steph, vraiment, j'ai envie de la bagarrer Steph parce qu'il m'a gonflé. Qu'est-ce que t'es con. Il est terrible. Les Pacers l'ont déclaré cette semaine sans vraiment se voiler la face. On explose tout, on part dans une reconstruction. Sortez les lunettes de protection, les casques de chantier, les marteaux piqueurs. On va tout reconstruire côté Pacers et du coup, Sabonis, Turner et Caris Levert sont libres. Disponibles. Voilà, sont disponibles. Leur statut Facebook,
perdrix de Lille. Leur statut Facebook est passé à Union Libre. Hein. Est-ce que vous êtes surpris un petit peu de ce choix d'épaisseur, surtout, et du timing surtout? Alors le timing, on peut être surpris. Alors, on peut être surpris. Je pense que tu lances ce truc-là. Parce que dans 2 mois, il y a la trade deadline, donc en février, donc ça te laisse du temps pour bien travailler si tu as envie de reconstruire. Après, sur le fond, on peut comprendre. C'est une équipe qui n'y arrive pas. Pardon? C'est une équipe inintéressante. Non mais au-delà de. Mais qui bosse bien. Non mais au-delà de ça, c'est une équipe. C'est une équipe. Ils ont fait 5 années de playoffs de 16 à 2-20. Ils ont premier tour à chaque fois. On est en plein dans la théorie. Elle te passionne cette équipe? Non, mais c'est pas. Mais on peut pas leur jeter la pierre non plus. C'est pas. Tu vois, c'est une équipe qui bosse bien, qui a jamais tanké, qui a jamais. Nous donnons du crédit aussi à ça. Oui, c'est sûr qu'ils sont moins excitants que les grandes franchises et tout, mais ça, enfin pas historique parce que c'est une franchise historique, mais les grandes franchises des gros marchés. Moi, ce que je vois, c'est que en NBA, il faut être soit contender, soit très nul, et que à l'image du Orlando Magic l'année dernière, qui a tout pété alors qu'ils sont tout le temps en playoff, 8e, 7e, 8e, 8e, et bien, et que t'as aucune chance d'être champion un jour, les Pacers font le même constat. Avec des joueurs All-Star, donc Sabonis, avec un Caris LeVert qui sont allés chercher, en qui ils avaient beaucoup d'espoir. Bon, malheureusement, il a eu son problème au cœur, terrible cœur. Il a un problème au dos à l'intersaison. Il y a eu la tumeur, il y a eu le problème au dos. Et Miles Turner, qui était censé être leur futur All-Star et qui n'a jamais confirmé, malhauquel, mais qui pourrait servir à plein d'équipes. Je trouve ça tout à fait normal. J'attends de voir quand il va bouger. Mais en tout cas, le constat, on peut tous le faire ici. Le seul auquel il ne veut pas toucher, c'est Malcolm Brogdon, qu'ils ont prolongé cet été. Mais je pense que si tu étais GM et si tu étais GM, eh ben, tu te poserais la question au point peut-être d'agir. Et donc agir, c'est les mettre sur le marché. Moi, je sais pas si j'aurais fait ça. Parce que t'as quand même, t'as parlé de joueurs All-Star, t'as quand même Sabonis qui est un joueur ultra dominant, t'as Caris LeVert qui est un bon joueur de la NBA, et t'as Miles Turner qui est prétendant à être le meilleur défenseur. Il s'auto-prétend être concurrencé Rudy Gobert. Et Malcolm Brogdon qui fait une saison de mutant. T'as quand même 4 joueurs. Mais ça marche pas, c'est le constat. Ça gagne pas de match, ils sont en galère. Il y a quand même un Kemé qui est arrivé à l'intersaison où tout le monde s'est branlé dans l'Indiana en disant c'est mon gars en plus. C'est ton gars, mais gros, j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir remettre les cahiers à jour. Dès qu'il passe la frontière du Texas, apparemment, Rick, il a du mal à. Après. C'est compliqué aussi. Il a quasiment coaché toute sa vie à Dallas avec un truc. Il arrive dans une nouvelle franchise avec des nouveaux joueurs. Il revient. Il revient, mais je veux rien enlever à ce qu'a réalisé Rika. Je fais quand même un constat qu'il arrive dans une franchise et j'ai l'impression que les Pacers sont moins bons que la saison dernière. Ils sont en tout cas. Ouais, ils sont en ligne à 11 victoires. Ouais. Le constat est sévère, mais c'est la réalité, quoi. Ah, mais t'espères avoir quoi en bazardant tout ça? Alors, ça, c'est une autre question. On y arrive. Arrête, t'es pressé. Il est pressé comme ça. J'ai pas eu le conduit en plus, hein. C'est juste comme ça. Tu l'as eu le conduit quand même. Tu l'as eu le conduit en plus. Arrête. Between the lines. La question, du coup, c'est à partir du moment où tu prends la décision collégialement dans le front office de casser et de reconstruire, c'est vers quoi tu vas tendre. Donc, il y a évidemment 2 choix. Soit avec quand même des monnaies d'échange de très haut niveau, parce qu'avec ça, tu peux avoir. Ils ont du matos. Tu peux avoir des super joueurs, ou tu peux faire le choix, d'aller chercher des choix de draft ou des très jeunes joueurs pour vraiment une reconstruction à la base. Alors, la première question que je vous pose, vous en tant que GM, vous aimeriez faire quoi, par exemple? Plutôt des très très jeunes et repartir être nul, ou continuer de gagner. Moi, en tant que GM, ça m'embêterait d'être nul. Alors, certes, mais moi, si c'est pour faire partir des bons joueurs, refaire revenir des bons joueurs un peu moyens. Donc, au final, moi, je préfère aller sur des jeunes potentiels. Mais moi, là, je suis Indiana, je fais tout pour Ben Simmons. Ah, ça m'intéresse. On a proposé quelques trades. Ben Simmons, Chris Duarte. Les 3 sur qui tu. Mais Ben Simmons, par contre, il joue 4, hein, il me casse plus les couilles, je me mets. On a proposé quelques trades. C'est pas les bons mots, Benoît. On a mis Ben Simmons, évidemment. Alors, regardez ce qu'on a tenté de créer. Regardez ce trade avec Portland. Mais je pensais plutôt sur Ben Simmons. Il y a Anthony Simons, c'est à peu près la même chose. Tant pis, c'est pas grave. Commencez par le premier trade. Le premier trade. On parle souvent de Portland, on en a parlé tout à l'heure, la fin de machin. Alors. Là, CJ McCollum resterait au sein des Portland Trail Blazers, mais tu te sépares de Covington, de Nurkic et de Anthony Simmons pour récupérer un autre poste 2 en Caris LeVert et Miles Turner qui ferait la maille sur un poste 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt côté Indiana. J'ai du mal à m'enflammer, je te cache pas. Pour moi, c'est un trade perdant-perdant. Je vois pas un énorme... Après, Portland récupère un pivot. Non, mais franchement, je vois pas un step-up de ouf pour l'un ou pour l'autre. Moi, je vois Nurkic, Sabonis, ça fait pas kiffer. Ouais.
Très bien. Ça fait pas très bien. autant Miles Turner avec Sabonis, parce que Miles Turner ce matin il est souvent au large à envoyer des bombes lunettes à 3 Ouais, points. puis les deuxièmes rideaux, aussi en défense. Là, ils perdent en dissuasion. Ils près prennent, du cercle, ils prennent le cousin de Sabonis en fait. Quoi, donc. Pas faux. Dans le jeu. Après, il y a du Bébert Covington. Je suis pas fan Non. de ce truc-là. Deuxième proposition. Alors, les amis, mon Tom, On l'a pas, vas-y, pardon. vas-y, si, t'inquiète pas, ça vient. Le fameux Ben Simmons. Caris Levert, On n'a pas mis son nom parce qu'on l'a reconnu. Sabonis ou Miles Turner, l'un ou l'autre. J'ai plutôt mis Sabonis, parce que aux côtés de Joel Embiid, j'ai du mal à croire que Miles Turner fasse l'affaire, sauf si tu montes un trade avec une troisième équipe. Mais c'est l'occasion de récupérer Ben Simmons dans ton effectif. Alors, côté Pacers, j'y vais à fond, comme je t'ai dit. C'est moi. Levert, Sabonis. Hein. Ouais, donc moi j'y vais à fond. D'accord, il n'y a rien qui va faire le bon blague, pas les potes. Elle a fait des emails devant toi. Point soleil. Maintenant, tu te retrouves avec les Sixers, c'est-à-dire que tu chopes deux mecs qui sont censés te faire gagner le titre. Embiid est en train de remettre clairement les Sixers dans l'eau de la conférence. Embiid, Est. Sabonis, ça Embiid, match. Sabonis, j'ai quand même si on sait que ton Sabonis peut être un peu au large, Oui. Tu mets Roberto Bessari sur un poste 3, c'est des propositions. De toute façon, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu quand il faisait Avec Embiid, alors Ford et Harris. Ouais. Est-ce que Caris Levert va pas empiéter sur sur Seth Curry qui fait une belle saison? Ou même tu rajoutes Tyrese la Maxey. profondeur. Tyrese Maxey. Alors moi, côté Indiana, j'y vais à fond. Côté Philadelphie, j'y vois pas une grande plus-value. très bien. Troisième proposition de trade, les amis. Il y a beaucoup d'offres. Hein. Il a bossé, Tom, ce matin. On réfléchit à des trucs, après vous me dites. Alors, dans l'idée d'aller chercher du jeune potentiel. I like that baby. Miles Turner à Golden State, et ça fait longtemps qu'on en parle. On aime tous l'idée de Miles Turner dans l'effectif des Warriors. Contre eux, alors là j'en ai mis 3 à la volée, mais voilà. James Wiseman, quoi, toujours pas vu cette saison. Kuminga. Jonathan Kuminga, que j'adore, moi, honnêtement, vous le savez. Camille claquette de Margot. C'est un joueur Il a fait se fantastique. cogner la tête. Faut genre fantastique. Et Damian Lee, alors c'est le beau-frère, j'ai du mal à croire qu'il parte pour de vrai, Oh, bah, mais je frère, l'ai mis. Ah gros, moi je pense que Thanasis, il est toujours en NBA, donc tu sais, je pense que ça joue. Mais ça joue. Non, mais là, c'est le beau-frère, frère. C'est pas non plus le frérot. Il vient d'avoir Ouais, un c'est enfant, beau-frère. il est tradé. Moi je parle plus à mes beaux-frères pendant 5 ans après. Il est marié avec la femme de Steph Il vient d'avoir un enfant. Il est pas avec la femme de Steph Curry, avec la sœur. Avec la sœur de la femme de Steph Curry. Non, mais il est Ou fou. avec la sœur de Steph Curry. Aïcha et Damian Lee. Bref, On termine le côté alors, gauche. tu as des jeunes pour Indiana, parce que Kuminga pour moi c'est vraiment un top prospect. Tu as Wiseman, alors à voir avec Sabonis, à voir, hein. Mais en tout cas tu as des prospects et tu récupères Miles Turner côté Warriors. Moi j'aime beaucoup. Je saute à pieds joints sur l'offre. Sur les 3 offres, c'est celle que je prends, que je signe. Il achète, Je signe volontiers. Moi, je pense que les Warriors, ils compensent un manque qu'il y a chez eux, c'est ce poste 5-là. En plus, c'est un mec qui peut mettre au large, qui est un vrai deuxième rideau. Qui défend quand on connaît la défense des Warriors. Exactement. Il perd pas, il défensivement. Si tu leur il se rajoutes aux renforce Warriors, encore plus. alors bonne défense collective, si tu leur rajoutes un mec comme ça en deuxième rideau très fort en attaque, je suis pas inquiet, Tonton va mettre dedans, c'est un joueur intelligent. Avec la qualité de passe et le jeu tout en mouvement des Warriors, Tonton il va avoir des 3 points open shot, il va pouvoir mettre dedans. Et de l'autre côté, tu as deux jeunes, deux vrais potentiels avec James Wiseman, avec quelques interrogations, mais ça reste un potentiel. Kuminga, énorme potentiel, c'est pas toi que je vais le dire. Et Damian Lee, c'est un mec qui va mettre des filoches très bien. Donc moi, je saute à pieds joints si je suis Indiana là-dessus. Bravo, très bien, les bravo amis. Thomas. Finalement Ben Simmons ne bougera pas du coup. Ben Simmons, bah là, Benjamin, il va pas bouger. bah là, pour le coup, il va pas avoir envie de jouer au basket avant Ben Simmons non Ça va pas l'intéresser. ça sera notre débat, mais tu vois, moi, le problème d'Indiana, moi, je mets tout sur Ben Simmons, c'est que j'ai du matos à envoyer, mais ça fit pas avec les Sixers. Donc, ils sont un peu baisés pour le coup. Très bien. Bon, voilà, Dites-nous dans les commentaires, vous, quelles idées vous avez autour des Pacers, comment vous allez pouvoir monter ce trade autour de ces trois gars-là. Il n'y a pas eu de tour de draft. On peut aussi imaginer. Non, évidemment, on peut aussi imaginer de récupérer des tours de draft avec d'autres franchises, mais voilà. Tu peux récupérer les 24 tours de draft de Sam Presti au KC. il voudra pourquoi pas. Plus Théo Malédon. Voilà, pourquoi pas. Et pourquoi Vu pas. que TJ McConnell va être absent toute la saison, Théo Malédon il pourra jouer des minutes. Pourquoi pas. Écoute, en tout cas, dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ces trades. Quel est votre trade préféré? Vous avez compris avec Steph. C'est le trade numéro 3 proposé par Thomas qui nous a régalé. Allez, on passe tout de suite au quiz avec Tom Charahiro. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz. Et aujourd'hui, il y a pas mal de nouveautés. Il y a pas mal de nouveautés parce que Stephen, tu sais que je t'apprécie énormément. Ouais, moi aussi. Et du coup, j'ai fait 2 nouveaux jeux pour toi. C'est gentil. Voilà. Deux nouveaux jeux. Ouais, 2 nouveaux jeux qui sont très courts, très sympas. Règles faciles à comprendre. Très facile. D'accord. Je vais essayer C'est tout ce qu'on d'expliquer aime, de tout ce la qu'on meilleure des façons, mais normalement, c'est très facile. On va commencer avec un CV à l'envers. Écoute, je vais partir de la dernière équipe du joueur jusqu'à sa première. Pas mal. Ouais, on est sur vous un allez nouveau jeu, devoir mais bon, trouver. t'es pas cassé la tête non plus. Quoi. Oh là là. Oh, Oh la vache, pisse froid. Insupportable de travailler dans c'est ces une très bonne conditions. idée. C'est une très bonne idée. Merci. Donc Merci c'est les quoi gars. On débute par
Sa dernière saison. Ouais, par sa dernière équipe. Dernière équipe. ok. Tu vois, écoute, au lieu de mettre des tacles gratos comme ça, là. Allez, voilà. C'est pas Team Spirit, ça. Bon, allez, c'est au plus rapide. Hein. On commence par le premier joueur. Heat, Celtics. Donc il joue à Miami là. Je termine au Heat. Insupportable. Il a fini sa carrière, le mec. Après être passé par les Celtics. Realen. J'ai rien compris. Après être passé par les Lakers. Oh. Après être Rondo. passé- Non, Après être passé par les Bucks. Après être passé par les Supersonics, qui m'ont drafté. Après être passé par la fac d'Oregon State. J'ai rien compris de jeu. Payton. Gary Payton, merci. Gary Payton. Oh Je sais que Gary Payton. Il fait le CV à l'envers. Il commence par sa dernière équipe, puis son avant-dernière, puis son antépénultième, ainsi de suite. tu vas y arriver Jusqu'à la première C'est un équipe. mec qui joue encore. C'est comme si. Mais non. Gary Payton. C'est Gary comme si Payton. toi, je fais. Ok, j'ai compris. Je fais Cholet, Boulogne, Non, non. Vanves. fait une erreur de- Voilà, tu vois, je suis dans quel connard. C'est que des grands noms, des noms connus. Ah, Ok, ouais, et il d'accord. joue plus. Il joue plus. Ok. On enchaîne. Quel trou du cul. Je termine aux Suns. Après être passé par les Knicks. Après être passé par les Raptors. Après être passé par les Bulls. Après être passé par les Pacers. Après avoir été drafté par les Nuggets. Après avoir fait ma fac à Michigan en 94. McDice. Attends, redis. Refais un tour. Je C'est trop bien, c'est trop bien. Je termine aux Suns. Après être passé par les Knicks. Jalen Rose. Jalen Rose, bravo. Bravo, heureusement qu'il y a Erwan pour comprendre les jeux. Ah, mais j'ai compris, j'ai juste pas de joueur en tête. Hein. J'avais prévu 5 noms, je vais en faire que 3. Ouais. Pour comprendre tout. On a compris, mais on n'y est pas. Allez, j'en fais un dernier. Je termine chez les Rockets. Après être passé par le Jazz, le Heat, les Nets, les Hawks, les Suns. Et après avoir été drafté par les Celtics. J'avais fait ma fac à Arkansas. Corliss Pierce. Williamson. Hein? Corliss Williamson. Non, en 2001, j'arrive à la Joe Johnson. Joe Johnson, bravo. Bravo. Que par Arkansas. Ouais. Mais sinon, le reste. Écoutez, Non mais en fait, c'est un très bon jeu, mais tu sais, c'est une mécanique souvent. Ah ouais, bah oui, de oui. comprendre les trucs. Mais Mais je c'est pense que assez. je pourrais les afficher aussi. Eh, Aussi. bon, le sketch de la valise, bon, c'est fini. Gros. Oh, le sketch de la valise. Dans ma valise. Comment Dans ma valise. ça, J'ai mis marrant, dans ma ça. valise. Bon, deuxième jeu, c'est sur vos connaissances. Ouais. Steph, Hein deuxième jeu, c'est sur les connaissances. Ouais. Donc là, il n'y a pas de piège. Je suis allé voir tous les joueurs qui ont fait podium MVP depuis 1980 Podium MVP. sans avoir été MVP dans leur carrière. Podium MVP sans avoir été Podium MVP. MVP sans avoir été MVP. Il y a 19 Allez. noms, messieurs. Allez, vas-y. Steph, tu peux commencer. Pas MVP, hein. Jamais MVP. Joachim Noah. Oui. Oui. Anthony Davis. Anthony Davis. Dwayne Wade. Dwayne Wade. Dwight Howard. Dwight Howard, oui. Chris Paul. Chris Paul, oui. Putain, on struggle, putain. Fais chier, quoi. Patrick Ewing. Pas mal. J'ai jamais fait podium, ce chien. Il a jamais fait podium, non, Pas, arrête. pas respecté, pas le pat. Come on, Pourtant, il y a la Patrick. théorie, Patrick Ewing, tu la connais? Si tu veux voir la connaître, il faut aller à la Fnac, à la Fnac, à la Gare Saint-Lazare. Arrête. Je vérifie. Non, j'ai pas de Patrick Ewing. Oh, bah, c'est peut-être. Il y a un joker ou pas? Non, vas-y, on je joue vais Je dire, pense quoi. si vous galérez. Je vais tenter Scottie Pippen. Scottie Ah Pippen, ouais, bien bah sûr. oui. Ah, j'en avais un qui s'est barré, c'est terrible. Oh non, j'ai la haine, je l'avais là, à faire le con, à te dire d'arrêter, là, j'ai perdu. Il y a des mecs un peu plus récents. Ouais, je sais. Oh, c'est affreux, je l'avais. Un autre. Non, mais oui, mais je cherche. C'est Kata. Si t'en as un, tu peux revenir en jeu, Thomas. Ah, Oh, ouais, c'est ça. ok. Bah alors moi, je vais dire. J'avais un mec, c'est terrible. Mais t'as qui? Dis un truc. Il jouait où? Chris Webber. Chris Weber, non. Non, putain, c'est pas lui que j'avais. C'est pas lui que j'avais, mais je le dis quand même. Luka Doncic. Lucas Doncic, non, jamais. Bon, bah Ah tant ouais, pis bon. pour moi. Mais vas-y, T'en as un tu peux dernier? T'en as un finir. dernier? Hein T'en as un dernier? J'ai gagné là? Ouais. Ouais. T'en as un c'est dernier? cool. Non, mais t'en as un dernier T'en as un qui dernier? J'ai gagné ou pas? Oui. Ok, bah c'est cool. Oh. Non, je réfléchis, laisse-moi réfléchir. Attends, les 4 à 19 noms? Clay Thompson? Non, jamais. Non, Il y a jamais. eu Joel Embiid, Ah bah oui. récemment Paul George, qui a fait Paul podium George, récemment. oui. Anthony Davis, qui l'a fait. Kawhi Leonard, qui l'a fait plusieurs fois. Blake Griffin l'a fait. Putain, Ah ouais. j'ai hésité avec Blake Carmelo Griffin. Anthony. Carmelo, c'est lui que je voulais dire. Putain, je suis Jermaine O'Neal. J'avais un doute ce qu'il fait podium. Jason Kidd. Carmelo peut te sortir de la tête. Mais parce que tu m'as perturbé avec tes conneries là. Jason Kidd, The Morning. Gary Payton l'a fait. Grant Hill, Penny Hardaway, une Ah, année. tranquille. Drexler, Wilkins et Bernard King. Ouais, font les 4. Voilà. Bravo. Vas-y. Bon, il y en avait. Allez. Bon, je vous attends sur le qui suis qui peut sortir très vite. Je Allez. vous le dis. Je suis né le 31 mars 1969, du côté du Michigan. J'ai fait ma carrière universitaire pas loin de chez moi et j'ai fait un cursus complet.
Lors de ma dernière saison, je réalise une année à 25,1 points, 6 rebonds et un peu moins de 4 passes. Correct. À la fin de cette saison, je termine meilleur marqueur de l'histoire de ma franchise, 4e meilleur passeur et 5e meilleur rebondeur quand même. La franchise ou de la fac? De la fac, pardon. Ok. Sois précis sur les termes. Je suis donc logiquement dans le Hall of Fame de ma fac. Avec ces stats, je me présente Hall à la of Fame. draft 91. Pourtant, pour vous faire la chronologie de mes équipes rendrait un peu le truc un peu trop facile. Je vais plutôt me décrire un peu avant. Il faut savoir que déjà, je suis un grand fan de Magic. Hein, pour moi, c'est un idole, un mentor. Je me reconnais dans son jeu, dans son sens du collectif. Et quand il annonce avoir contracté le VIH, je suis bouleversé. Je viens d'atterrir dans la ligue, j'apprends ça à l'entraînement et je ne peux retenir mes larmes. J'achète un paquet de Manix. C'est pour ça que je veux faire la meilleure saison rookie pour lui rendre hommage. Et ça se passera bien, car je terminerai à 12 points sous le soleil floridien. Tout ne sera pas parfait non plus, puisqu'en janvier 92... Glenn Rice. Non. Alors qu'on affronte... Et tout ne se passera pas bien parce qu'en 92, on affronte les Lakers et Magic est sur le banc, mon idole, et je me blesse devant lui. Une absence de 3 semaines qui ne m'empêchera pas de terminer la saison dans la All Rookie. Steve Smith. Steve Smith, ça part ici, ça devait arriver très rapidement. Bravo Erwan, bravo. Steve J'hésitais Delano entre Smith. J'hésitais entre Steve Smith et Glenn Rice qui ont Passé commencé par leur Michigan carrière. State, Passé par évidemment. Michigan State. Maillot retiré là-bas. Voilà. Bravo. Voilà. Ça, je vous en prie les gars, c'est toujours un plaisir. Merci mon temps. On s'est compris hein, aujourd'hui. Hein. Oui. On s'est On compris a aujourd'hui fait sur le les collectif. Reste assis s'il te plaît. Tu fais- Tu t'en vas? Bon, il s'en va. Écoute, mais il y a le CDI qui reprend, ça a sonné. Hein, en même temps. Faut qu'il récupère les lignes. Mon Steph, merci beaucoup. On ne revoit pas avant de. Tu viens lundi à l'antenne libre. Ouais, On fait un spécial quiz avec Doumé. Faut que je trouve un babysitter. Ben, trouver une babysitter, ça va aller. Et après, bah, c'est la fin de l'année ville de 2021. Ouais. Je vais aller voir des matchs NBA moi aux Et États-Unis. oui, je sais, mais tu nous raconteras ça quand tu seras de retour, Ça en marche. janvier 2022. Exactement. Tom, merci pour les quiz. On se Plaisir. retrouve jeudi prochain. Tom, il est parti, mais évidemment, ça a sonné, donc ça gueule après le CPE. je veux rendre ma BD. Mon polo et mon GRM en régie, on vous embrasse. Merci à tous de nous suivre chaque semaine de plus en plus. On se retrouve lundi pour l'antenne libre avec un spécial quiz First Team 5 ans préparé par Doumé. Soyez bien avec nous, l'équipe. Ciao, ciao. Hop. Bon passe. Ciao.